Merci Patrick. Il est 13 h. L'édition spéciale se poursuit sur BFM TV en direct après cette tentative d'assassinat contre Donald Trump, l'ancien président américain. Tentative qui a eu lieu en plein meeting en Pennsylvanie. Donald Trump qui a été touché à l'oreille, qui se porte bien. Des premières questions se posent sur la sécurité. On va y revenir dans un instant. Y a-t-il eu des failles? On en sait plus sur le profil du tireur qui a été abattu et identifié. C'était un jeune homme de 20 ans. Les réactions du monde entier sont unanimes pour condamner cette tentative d'assassinat. Mais d'abord, on va revoir ce moment où Donald Trump se fait tirer dessus. Il s'exprime alors à la tribune à Butler, en Pennsylvanie, lors d'un meeting de campagne. Ce moment qui restera dans l'histoire des États-Unis. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we got to move to the bus. Let me get my shoes. Okay, watch you down. Watch you. Watch out. Wait. Et pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qu'il a pu se passer, on va retrouver Chloé Giraud qui nous rejoint en plateau. Alors Chloé, pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la configuration des lieux? Oui, on va voir tout de suite comment les choses se sont présentées. On le rappelle, il était 18h15 heure locale quand tout cela s'est passé. On est à Butler en Pennsylvanie. Donald Trump vient de commencer son meeting. Il est sur la scène que vous voyez ici en bleu. Autour de lui, il y a une foule de partisans que vous voyez ici dans des gradins. Les snipers de ces forces de sécurité sont sur le toit du bâtiment qui se trouve juste derrière et le tireur, lui, se trouve sur le toit d'un autre bâtiment positionné un petit peu plus loin. On va le voir justement en image, ce tireur, puisque quelqu'un, une personne présente en tout cas à ce meeting de Donald Trump a filmé cette vidéo où on le voit ici, il est allongé donc sur le toit d'un bâtiment qui semble être un hangar et à ce moment-là, plusieurs coups de feu vont être tirés et immédiatement, quasiment dans la seconde qui suit, ce sont les forces de sécurité de Donald Trump qui vont répliquer. Vous voyez ces snipers positionnés sur le toit sur ces images, ils répliquent, ils tirent et donc le tireur est abattu. Pendant ce temps-là, l'ancien président de la République, lui, tente de se cacher derrière son pupitre. Il va aussi s'allonger au sol et son service de sécurité va surgir, se précipiter autour de lui et l'aider à se relever. Le candidat républicain, on le sait, est touché au niveau de l'oreille et alors qu'il est en train de se relever, il va avoir ce geste, ce poing levé en l'air vers le ciel et il va crier « Combattez, combattez ». Il va ensuite être escorté donc par son service de sécurité de cette estrade jusqu'à sa voiture. Il est mis en sécurité et tout cela sous les acclamations de la foule qui était présente à ce meeting. Merci beaucoup Chloé pour toutes ces explications. Avec nous toujours en plateau, Patrick Sauce, Alexis Cuvillier et Paul Rine. Et nous accueillons Jérôme Poirot. Bonjour, merci d'être avec nous. Consultant BFM TV, ancien adjoint à la coordination nationale du renseignement. Quand on voit ces images, comment est-ce qu'il est possible que ce tireur ait pu passer à l'action alors qu'il a en face de lui, à 150 mètres environ, sur les toits, des snipers? Ça n'aurait pas dû être possible. Il y a eu manifestement beaucoup de failles en matière de sécurité. Les premières sont en amont, car les services de sécurité comme le Secret Service, qui protège 33 personnes aux États-Unis, c'est très peu de monde. C'est-à-dire le président, son épouse, ses enfants, quand il y a des enfants qui doivent être protégés, les anciens présidents, bien entendu. C'est aussi un service de renseignement et donc il travaille en permanence à détecter des menaces qui peuvent peser sur les personnes qui sont protégées, à identifier ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire toutes ces informations qui peuvent être recueillies par le Secret Service lui-même ou par l'ensemble de l'immense appareil de renseignement américain. Donc, comme tout événement, c'est aussi beaucoup un travail invisible et en amont qui doit garantir la sécurité. Là, a priori, aucun renseignement sur ce type d'attaque et sur cet individu n'a été recueilli.
Et puis ensuite, le dispositif, on le voit très bien sur le schéma qui a été présenté à l'instant. On a l'impression que les gens du Secret Service ont pensé que ce meeting se tenait au milieu des lapins de Garenne et des écureuils. C'est tout à fait incroyable. Car un individu qui monte sur le toit de ce bâtiment, là où on a vu le corps du tireur, il doit être immédiatement détecté, parce qu'il y a des guetteurs, et il doit être immédiatement neutralisé, c'est-à-dire subir un tir de riposte s'il a moindre doute sur ses intentions. Alors, il a été effectivement neutralisé, mais avec 1, 2 ou 3 secondes de retard, on l'entend très bien sur les sons qui vont avec les images. C'est incompréhensible, c'est même inadmissible. Ça va sans doute provoquer, comme ça, le 11 septembre a été un gigantesque Big Bang dans l'appareil de renseignement américain. Là, s'agissant du Secret Service, très probablement, il y aura des changements majeurs, peut-être à la tête du service, et puis dans les méthodes, les moyens qui sont employés. La directrice du Secret Service, elle est invitée à témoigner au Congrès le 22 juillet. On verra ce qu'elle dira, si elle y va. L'une des pistes peut-être d'explication, Patrick Sauce, c'est qu'on est aux États-Unis, on n'est pas en France. Les meetings sont très récurrents, avec toujours de la foule, que ce soit dans un camp ou dans l'autre. Est-ce qu'on ne s'habitue pas peut-être à ces meetings et donc on perd en vigilance? Non, la vigilance, très franchement, il y a beaucoup plus de sécurité. Il y a peut-être plus de meetings aux États-Unis, mais beaucoup plus de sécurité. Moi, à chaque fois que j'ai pu couvrir un meeting, notamment le Donald Trump ou d'Hillary Clinton en 2016, c'est comme si j'allais assister à un déplacement de notre président de la République. La sécurité est vraiment très très forte, surtout que il y a des choses auxquelles nous on n'est pas encore habitués, mais notamment le fait d'imprimer des armes en 3D, donc ce qui fait que ça ne va pas forcément passer les détecteurs de métaux. Non, il y a un double, triple check. Je l'ai encore subi, mais c'est normal lorsque je suis allé à Colville pour les cérémonies du 6 juin dernier. Et il y a un premier degré absolu. Voilà, je peux vous le dire, il n'y a pas du tout de négociation avec ces gens-là du Secret Service. Donc non, je crois que vraiment, et vous avez raison, c'est plutôt à voir dans l'avant. C'est-à-dire les signaux faibles plutôt que la gestion de la foule et une espèce d'habitude. Les supporters de Donald Trump, comme ceux de Joe Biden ou comme tout candidat, ont l'habitude et ont l'impression, et c'est ça aussi, on mesure leur état de choc, c'est qu'ils sont aux États-Unis et que dans des situations comme ça, ils sont normalement en sécurité. Et il n'y a aucun problème, ils sont devant leur télé, ils participent, ils font du militantisme, il n'y a aucun problème, ils sont venus de la petite ville à côté ou de Pittsburgh un peu plus au nord, et normalement, même si ça se multiplie, et de toute façon c'est toujours comme ça dans la sécurité, c'est pas parce que Emmanuel Macron faisait son 7e défilé du 14 juillet que la sécurité se disait bon... Ça ne change pas grand-chose. On a screené, c'est-à-dire vraiment vu qui venait autour. Non, ça ne fonctionne pas. Donc c'est juste comme impossible de sécuriser à 100% un événement comme celui-ci. Toujours y avoir une faille. C'est la limite de la démocratie, si vous voulez. Enfin, Vladimir Poutine a moins de problèmes que Donald Trump ou Emmanuel Macron. Voilà, on peut vous trouver dans les régimes autoritaires. Et encore, ça viendra peut-être de plus près. Il n'y a pas de risque zéro. Mais on est en démocratie. On est avec un candidat qui, c'est normal, a besoin d'avoir des militants derrière lui. Ce n'est pas un militant, a priori, qui est venu, mais on est dans un grand pays démocratique et avec des failles qui peuvent arriver. Sur ces meetings de campagne, Paul Rhine, de Donald Trump, effectivement, en général, c'est une ambiance festive avec un public qui est évidemment acquis à la cause de Donald Trump, mais qui vient pour passer un bon moment. Oui, et qui se sent en sécurité en principe. Normalement, c'est un moment de beaucoup de joie. Donc ça, c'est le plus grand choc, en fait, que quelqu'un a réussi de pénétrer la sécurité. Et oui, il faut qu'il y ait des changements. Par exemple, Trump était toujours un homme des peuples. Il était toujours parmi des gens, serrer les mains. Maintenant, avec même plus, vous avez raison de dire que la sécurité est normalement très, très, très forte. Mais si quelqu'un voudrait tuer le président, il va trouver une solution. Ça, c'est pourquoi j'insiste sur le fait que l'environnement de haine doit arrêter. Mais Trump, c'est un guerrier, comme j'ai dit, et il va continuer. On va décider en novembre avec les votes.
les Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'histoire américaine, ce n'est pas la première fois qu'il y a des tentatives ou même des assassinats. 4 présidents ont été tués aux États-Unis durant leur mandat. Donc d'Abraham Lincoln, c'est en 1865 jusqu'à John Fitzgerald Kennedy en 1963. Et la dernière tentative d'assassinat confirmée date de 1980 contre Ronald Reagan. On voit tout de suite les précisions d'Elena Morel. Donald Trump, victime d'une tentative d'assassinat. La première depuis 1981 contre un président américain. Le 30 mars cette année-là, un jeune homme de 25 ans ouvre le feu sur Ronald Reagan en pleine rue à Washington. Le président est atteint au poumon, à seulement 3 cm du cœur. Il est transporté à l'hôpital et en ressort 12 jours plus tard, avec un spectaculaire regain de popularité. 17 ans plus tôt, le 22 novembre 1963, John Kennedy prend son dernier bain de foule. Alors qu'il parcourt les rues de Dallas en limousine décapotable, des coups de feu retentissent. Le président s'effondre, sa femme Jackie à ses côtés. Une demi-heure plus tard, il est déclaré mort à l'hôpital. Un événement qui s'inscrit dans l'histoire de l'Amérique, émaillé de violences politiques. On ne compte plus le nombre de tentatives d'assassinat, à la fois de présidents élus, mais aussi de candidats en campagne. C'est très intéressant parce que c'est une vulnérabilité qu'on n'identifie pas nécessairement. Imaginons un candidat au second tour est assassiné. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas prévu, par exemple, par la Constitution. Depuis 1865, 4 présidents américains ont été tués. Pas moins de 5 autres ont échappé à des tentatives d'assassinat. Il y a eu effectivement, Patrick, ces assassinats et ces tentatives d'assassinat. C'est un pays qui a été marqué par ça, les États-Unis. Oui, toujours, et à chaque fois, avec son lot de complots. Il faut dire que les motivations des auteurs, dont le nom est parfois aussi connu que la cible, les motivations sont vraiment diverses. Enfin, quand on pense à Reagan, faire le lien avec Jodie Foster, il fallait le faire. Et pourtant, c'était un admirateur de Jodie Foster. Vraiment pas bien dans sa tête lorsqu'on va jusqu'à John Wilkes Booth qui assassine le président Lincoln. Oui, il y a ce complot contre les États du Nord, mais il y a aussi la volonté d'un acteur de théâtre d'entrer dans la lumière et un narcissisme totalement fou. On va savoir ce qui motivait ce jeune homme. On rappelle, parcours très brouillé, enregistré au Parti républicain, mais qui fait un don de $15 dans un PAC, un comité d'action politique pro-démocrate. Il va falloir aller un peu plus loin que ça. Le fait est que, oui, il y a une violence à l'égard de la classe. Enfin, c'est pas un tabou, voilà, tout simplement. Ce n'est pas un tabou. On a eu l'impression que tout serait fini. Je crois qu'on en discutait un petit peu en plateau. On a vu la décapotable sur Elm Street à Dallas. On s'est dit c'est terminé. On arrête les décapotables, ce sera la voiture blindée, les hommes du Secret Service, ça n'a pas empêché d'autres tentatives. Donc est-ce qu'il faudra aussi arrêter les meetings en public pour Donald Trump et Joe Biden? Je crois que ni l'un ni l'autre ne le veulent, mais le Secret Service aura la main parce que c'est au moins ça, ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez parlé d'audition, ça va venir très vite devant le Congrès. Il y a des comptes. Parce qu'aux États-Unis, on rend des comptes et très vite. Et ça va venir assez vite. Et ça se passera pas sur des plateaux de télévision où on va dire c'est une honte, tout ça. Non, non. 22 juillet, c'est dans une semaine. On va déjà demander des comptes, tout simplement parce qu'il faut aller très vite. Il y a une campagne avec 2 hommes extrêmement puissants qui, l'un est président, l'autre l'a été. Les deux aspirent à le redevenir ou à le rester. Et il y a vraiment besoin de sécuriser tout ça. Je parle même pas de Milwaukee qui va devenir une place forte pendant 3 jours. Justement, Milwaukee, dans le Wisconsin, on va retrouver notre correspondant Benoît Ballet, puisque c'est là que doit se rendre demain Donald Trump pour la convention républicaine. Oui, effectivement, vous voyez le bâtiment derrière moi, je m'écarte un petit peu. 2024, donc la convention républicaine dans ce centre de congrès de Milwaukee, le Wisconsin, on est au nord du pays, hein, pour vous situer un petit peu, on est à plusieurs centaines de kilomètres de la Pennsylvanie qui est sur la côte ouest. Alors, demain, Donald Trump ici. Encore un point d'interrogation, hein, si je peux me permettre. Ce qui est certain, c'est que jeudi, il sera là pour donner son discours d'investiture, parce que cette convention républicaine, elle est très importante. Elle doit permettre de sacrer le couronnement de Donald Trump en tant que candidat officiel du Parti républicain pour affronter donc
Joe Biden le 5 novembre prochain dans le cadre de cette élection présidentielle américaine. Alors évidemment, il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes quand on a vu cette tentative d'assassinat de l'ancien président Trump. On a su qu'il était hospitalisé. On s'est demandé si cette convention allait bien se tenir. Et puis finalement, l'équipe de campagne de Donald Trump a rassuré. Lui-même a publié un message sur son réseau social en disant qu'il allait bien et que donc il maintiendrait sa participation et sa présence à cette convention républicaine dont le programme sera le même. Les organisateurs de ce grand raout républicain ont assuré que le programme ne changerait pas d'un iota. Donc on attend Donald Trump dans les prochains jours, demain peut-être, jeudi. C'est certain, avec un discours dans lequel on se doute qu'il ne manquera pas de reparler de cet événement, de cette tentative d'assassinat à laquelle il a échappé. Merci beaucoup Benoît Ballet, Paul Rine. Évidemment, cette campagne, elle va être impactée, elle va être chamboulée. Ah oui, ça sera impacté. Ça commence tout de suite. Demain, avec la convention, quand il a bien dit, ils ont dit que Trump sera là jeudi. Fait le discours. Normalement, c'est la fin de la convention, mais on ne sait jamais maintenant. Peut-être il va. Pour demain, il y a un point d'interrogation. Apparemment, c'est pas encore sûr qu'il soit là demain. Peut-être pas encore. Peut-être en général, demain. C'est la star qui arrive sur la fin. Il y aura la du vice-président putatif. Oui, les gens seront plus motivés maintenant. Il y aura un enthousiasme. Vous pensez qu'il va dire quoi jeudi lors de son discours? Quels seront ses mots? C'est pas évidemment, c'est difficile d'être dans la tête de Donald Trump, mais qu'est-ce que vous, par rapport à ce que vous connaissez du personnage, qu'est-ce qu'il peut dire? Il sera positif. C'est quelqu'un qui aime le pays. Et... Mais à part peut-être renforcer des électeurs qui votent... Oh, on sent votre émotion. Ouais. À part peut-être renforcer peut-être le soutien d'électeurs de Donald Trump. Je laisse peut-être reprendre vos esprits, je me tourne vers Patrick Sauce. Oui, c'est une confirmation normalement de le candidat, mais il va annoncer sa vice-président aussi. Ça, c'est intéressant, parce qu'on attend qui il va choisir. Tous les choix sont super. C'est une question, est-ce que ça sera un gouverneur, un sénateur, un représentatif de le Congrès, la Chambre. Donc, ça sera positif, enthousiastique, et est une guerrière, on va continuer. En tout cas, ça peut peut-être, Patrick Sauce, entraîner un apaisement de la campagne, plus que de convaincre tel ou tel supporter. Ça dépendra des mots de Donald Trump. Après, si vous voulez aller sur le résultat de la campagne, moi j'évite, alors c'est un thermomètre, si on veut, les sondages nationaux, mais on le sait, ça va se jouer sur 6 ou 7 États. Je peux vous affirmer que là, la Pennsylvanie, qui était un swing state, n'est plus un swing state. Ouais. C'est un État qui votera. Ces États qui sont républicains, qui pouvaient pencher. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était en campagne. Donald Trump, il va pas faire campagne au Texas, il n'a pas besoin. Et Joe Biden va pas aller en Californie, sauf pour une visite peut-être de soutien à Kamala Harris. C'est normal. Mais voilà, déjà, ces électeurs, il y a de toute façon, si ce n'est une sympathie, une empathie. Voilà, il y a les gens qui détestent Donald Trump, il y a les gens qui détestent Joe Biden, et puis il y a une grosse partie des Américains qui, encore une fois, sont pas dans un enthousiasme fou, mais il y a de toute façon une empathie pour ce qui vient de se passer, la double séquence, c'est-à-dire 1, le tir, 2, le point levé et Donald Trump qui repart de l'avant et qui montre une vitalité, là c'est factuel, que n'avait pas Joe Biden ces derniers temps. Donc on est encore loin. Je me souviens, si on veut être très cynique et rester très, j'allais dire popole, c'est-à-dire politique américaine, lorsque Joe Biden a raté son débat dans les grandes largeurs, la réponse de ses principaux conseillers, c'était « ouf, c'est arrivé très tôt dans la campagne ». Et ben, si on veut rester très cynique, on peut se dire aussi que il vaut mieux que cet incident immense dans la campagne arrive le 13 ou 14 juillet que le 2 ou le 3 novembre. Mais c'est cynique. Est-ce que je peux dire juste une point rapidement? Vous avez dit que Biden ne va pas à Californie et les choses comme ça, mais il va à Chicago. La convention des démocrates, c'est à Chicago. Il n'a pas besoin d'Illinois, d'accord? Illinois n'est pas un État. Oui, mais après, les conventions sont choisies des années avant. Oui, Trump, il va à Wisconsin. C'est un État clé. Il est allé à New York, dans les Bronx.
Et il a réussi, il a reçu un grand rassemblement. Donc, il va où c'est important qu'il a perdu en 2020. Ça, c'est différent, ça. On va regarder les unes de la presse américaine, bien sûr, consacrées à cette tentative d'assassinat, avec tout d'abord le New York Times, vous allez le voir. C'est une avec cette photo, ce poing serré, ce poing levé dont on parlait. Cette image, évidemment, qui restera dans l'histoire. Trump touché, mais sauf après qu'on lui a tiré dessus. Le Washington Post, Trump blessé, qui a survécu à cette tentative d'assassinat. Et puis le New York Post qu'on a vu. Évidemment, Jérôme Poirot, c'est une de la presse américaine qui revient sur ce moment qui s'est déroulé en deux temps. Il y a eu le tir, il y a eu la réaction de Donald Trump. Et ça, évidemment, ça marque les esprits. Les photos sont extraordinaires. Ouais. On en a vu cette nuit, on les voit là à la une des journaux. Et je pense que pour compléter ce qui a été dit sur comment Donald Trump va utiliser ça au plan politique, je pense que là, on est aux États-Unis, donc il utilisera sans doute la dimension religieuse. Il est miraculé. Et les photos que l'on voit là, il y a ouais, ça ressemble à des scènes religieuses aussi. C'était un miracle. C'est quand même un tournant et un événement exceptionnel. On va également écouter des réactions aux États-Unis, puisqu'évidemment, toute l'Amérique est sous le choc. Il y a de la stupéfaction, il y a eu de l'étonnement, il y a également aussi des inquiétudes. Je propose de regarder ce sujet d'Arthur Muriot. L'Amérique sous le choc. Depuis l'attaque survenue lors du meeting de Donald Trump en Pennsylvanie, les messages de soutien à destination de l'ancien président des États-Unis se multiplient, à commencer par son rival et actuel locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden. Une chose est sûre, le meeting de Trump était un meeting que Donald Trump aurait dû pouvoir tenir sans problème. Mais l'idée que cette violence politique arrive aux États-Unis est inacceptable et tout le monde doit la condamner. Tout le monde. Tout le monde, à commencer par les présidents des États-Unis, George Bush, mais également Barack Obama. Il n'y a absolument aucune place pour la violence politique dans notre démocratie. Nous devrions tous être soulagés que Donald Trump n'ait pas été gravement blessé. À l'étranger aussi, les différents chefs d'État affichent leur soutien à Donald Trump, le président argentin Javier Milei ou encore le tout nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer qui se dit consterné et adresse ses meilleurs vœux au candidat républicain et à sa famille. Une famille reconnaissant de ses messages de réconfort, comme le fait savoir Ivanka Trump, la fille de l'ancien président. Merci pour votre amour et vos prières pour mon père et pour les autres victimes. Je t'aime, papa. Aujourd'hui et pour toujours. Du côté des militants républicains, c'est la consternation qui règne. C'est juste incroyable et choquant. J'espère que tout le monde va bien et que le président aussi va bien. J'ai immédiatement prié pour le président Trump et je prie pour tout le monde à cette convention parce que nous vivons une période effrayante et je sais que les émotions sont vives. Et je sais que ce pays a vraiment du mal à trouver sa place, mais ce n'est pas comme ça qu'on la trouve. D'autres voient dans cette attaque une motivation supplémentaire à faire campagne pour le candidat républicain. De toute évidence, ils essaient de faire quelque chose pour faire tomber Donald Trump. Mais le peuple l'emportera, la justice sera rendue, Trump sera de retour en 2024. Un retour qui pourrait même se faire rapidement. Selon son équipe de campagne, Donald Trump compte toujours se rendre dès lundi à la convention républicaine. Le monde entier sous le choc et des réactions, notamment en France, Alexis. Oui, bien sûr, avec la réaction du président de la République Emmanuel Macron ce matin sur le réseau X avant d'assister au défilé du 14 juillet. Emmanuel Macron qui a posté ce message. Mes pensées au président Donald Trump, victime d'une tentative d'assassinat, à qui le président de la République adresse ses vœux de prompt rétablissement. Un militant est décédé, plusieurs sont blessés. C'est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l'indignation du peuple américain. Il y a eu un certain nombre d'autres réactions dans la classe politique, notamment Marine Le Pen qui a écrit un message sur les réseaux sociaux ce matin et qui s'est exprimée il y a quelques minutes alors qu'elle assistait aux cérémonies du 14 juillet dans son fief d'Hénin-Beaumont. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen.